Bonjour et bienvenue dans ce 83e épisode. Alors, celle qui rêve de devenir écrivain, c'est quoi? Ou plutôt, c'est qui? Eh bien, c'est moi, Aurélia, 40 ans, passionnée par l'écriture, biographe prête-plume et aspirante écrivain. Dans ce podcast sous forme de journal de bord enregistré spontanément, je partage mon travail autour de l'écriture, de mes romans principalement. Vous y retrouverez donc les problématiques d'une autrice en herbe, des réflexions, des techniques et des astuces autour de l'écriture, mais pas que. Pour vous recontextualiser un peu les choses, le roman avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. Pour le moment, ce projet est en pause et aujourd'hui, je viens de terminer l'écriture d'une comédie dramatique qui s'intitule provisoirement « Essai comique sur les hommes de ma vie » et de l'envoyer en maison d'édition. Dans cet épisode, je vous parle de chapitrage, d'intrigue, de fil narratif, de processus créatif, de satisfaction, de dystopie, de trip, de refus, d'amour, d'affect, de découragement, de voix, de contrat de lecture, de MeToo et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous! Le mardi 15 octobre 2024. Ce matin, j'ai commencé à travailler sur le chapitrage du livre 2. Donc je mets en place tous les éléments qui vont parcourir le récit. Il y a beaucoup de choses à penser. Pour l'instant, je m'occupe plutôt de l'intrigue principale et des intrigues secondaires. J'ai choisi de garder 2 des intrigues secondaires parce que finalement, j'avais déjà pas mal d'éléments pour ces 2 intrigues. Elles sont déjà bien en place et beaucoup d'idées. La 3e, par contre, je pense que je ne vais pas l'utiliser. Déjà, j'ai pas tellement envie de la développer. Ça m'intéresse beaucoup moins, donc je vais pas m'embêter avec ça. Je me pose évidemment 10 000 questions. Je me demande par exemple si ce livre doit plus se concentrer sur la vie scolaire d'Apolline, sa scolarité et son entourage scolaire et amical plutôt que sur sa famille. Quelque part, là, le roman commence, elle a 13 ans, ça se termine quand elle a 14 ans. Donc c'est l'âge où on commence à se détacher de son cocon. Ce qui n'empêche pas d'en parler quand même un peu, parce que la famille reste très importante à cet âge-là, d'autant plus quand on habite chez ses parents. Mais peut-être que c'est le moment où la vie à l'extérieur du cocon familial commence à devenir plus importante. Donc ça serait assez juste finalement de me concentrer plutôt sur la vie scolaire d'Apolline. Il y a vraiment 10 000 trucs auxquels il faut penser, entre la trajectoire des différents personnages principaux et secondaires, entre le contexte dans lequel évolue l'histoire, l'actualité de cette époque, les faits de société, ce genre de choses. Je sais pas trop dans quel ordre prendre les choses. Pour l'instant, je mets en place un chapitrage grossier où j'essaye d'entremêler mes différents fils narratifs, mais je me rends compte qu'il y a des trous dans certains fils narratifs, donc il faudrait peut-être que je les prenne à part l'un après l'autre pour voir un petit peu comment ils évoluent tous pour après les rassembler dans le chapitrage. Je vais peut-être faire ça demain, me concentrer sur les différents fils narratifs que j'ai dans mon histoire, qui correspondent souvent à différents personnages. Ouais, je pense que ça peut être une bonne manière d'ordonner mon travail. Dans le sens que je vais me concentrer sur chacun de mes personnages secondaires, qui sont tous en lien avec mon personnage principal qui reste Apolline, et voir quelle est la trajectoire de ces différents personnages secondaires, constituant ainsi un fil narratif qui sera entremêlé avec la trame principale. J'adore ce travail. J'adore revenir à cet espace créatif, même si je trépigne d'impatience à l'idée de replonger dans mon texte et d'écrire. Parce que moi, la partie écriture, c'est quand même ce qui me motive le plus. La partie construction, je trouve ça sympa, mais là où les choses prennent vie, prennent forme dans l'écriture, c'est là où je m'éclate encore plus. Même si je suis souvent déçue parce que ce que j'écris ne correspond pas à ce que j'avais en tête. Et ça me fait vraiment penser à, mais j'en ai déjà parlé, mais à quand j'étais journaliste reporter d'images ou quand je partais en tournage pour un sujet, j'avais une idée en tête de ce que j'avais envie de faire. Et puis en fait, sur le terrain, je me rendais compte que ça correspondait pas à ce que je m'étais imaginé, qu'en termes d'images ou d'interviews, j'arrivais pas à obtenir ce que je voulais. Donc j'étais hyper déçue après mon tournage. Et ensuite, en montage, j'arrivais quand même à monter un sujet qui tenait la route,
qui disait quand même quelque chose et finalement j'étais satisfaite du résultat final qui avait pris tout son sens lors du montage. Les étapes de l'écriture, j'ai l'impression que c'est un peu ça. On imagine le livre idéal qu'on a en tête, donc des fois on commence à le construire, puis on l'écrit, le résultat n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on imaginait, et puis à force de le retravailler, eh bien on finit par obtenir un résultat qui peut aller au-delà de ce qu'on imaginait au départ, mais qui en tous les cas est différent, et qui peut quand même s'avérer satisfaisant. Dernièrement d'ailleurs, j'entendais l'interview d'une autrice, grand public, qui fait des millions de ventes, et elle disait qu'elle n'était jamais satisfaite de ce qu'elle écrivait, qu'elle finissait toujours par trouver ça mauvais, et en gros pour elle ça venait d'un manque de confiance en elle. Mais moi en l'écoutant, j'ai vu autre chose, je me suis dit, est-ce que finalement elle va aussi loin qu'elle pourrait aller ? Peut-être qu'elle sait qu'elle est capable d'aller plus loin, de faire encore mieux, mais comme son travail est satisfaisant pour une majeure partie du public à un stade beaucoup plus antérieur que ce vers quoi elle pourrait tendre, eh bien, elle le laisse là, et du coup, elle n'est jamais satisfaite de ce qu'elle fait, et elle a presque un peu honte de son travail. Elle m'a touchée, en fait, parce que on sent que c'est une femme sensible, intelligente, qui serait vraiment capable d'écrire des choses bonnes. Peut-être qu'elle se repose trop sur les lauriers que lui a décernés le public, alors qu'elle serait capable d'aller beaucoup plus loin. La réflexion que je me faisais aussi hier, c'est que peut-être je devrais me contenter, pour commencer, d'écrire des livres qui s'inscrivent un peu dans la lignée de la littérature narrative, je crois qu'on dit comme ça. Parce que je pense que je serais beaucoup plus douée pour construire un roman de fiction pure, parce que là, en ce moment, je suis en train de lire Absolu de Margot de Seine. À la base, je voulais pas tellement le lire parce que j'étais pas sûre que ce genre-là me plaise. Je n'ai jamais lu Hunger Games, je n'ai jamais lu Le Labyrinthe, ce genre de roman. Alors, ça veut pas dire que je les lirai jamais, mais je suis pas spécialement tentée par la dystopie, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est des univers qui m'inspirent pas. Et puis j'ai commencé à le lire parce que je suis tombée dessus à la bibliothèque, donc je l'ai emprunté par curiosité. À force d'en entendre parler, ça m'a quand même donné envie, ça m'a quand même rendue curieuse de son travail. Et finalement, j'aime beaucoup ce qu'elle a écrit. Je suis plongée dedans, ça avance bien. Et là où elle s'est le plus concentrée, c'est sur la mise en place de son intrigue, sur le travail autour de ses personnages. Et en fait, ça marche bien. On s'attache à ces personnages, on a envie de savoir ce qui va se passer, on tourne les pages, il y a du suspense, c'est palpitant. Moi, je suis dedans, en fait. Je vois les lieux, je sens l'ambiance. C'est très agréable à lire, aussi. Et peut-être que je ferais mieux pour démarrer, entre guillemets, ma carrière, de me concentrer sur une littérature comme ça. Alors, ça demande de l'imagination, ça demande de la ressource, ça demande beaucoup de travail, mais c'est beaucoup moins viscéral que ce que j'écris aujourd'hui. Ça part moins des tripes. Et quand je mélange mes tripes à ce que je suis en train d'écrire, tout de suite, il me faut beaucoup cuisiner pour arriver à un résultat satisfaisant. Alors que si je ne me basais que sur mon imaginaire, j'ai l'impression que ça serait un matériau beaucoup plus facile à manier. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, comme je dis souvent, j'ai vraiment du mal à adopter une posture stratégique pour développer mon écriture. J'ai tendance vraiment à me fier à mes envies plutôt qu'à ce qu'il faudrait que je fasse. Bon, je viens de recevoir une nouvelle réponse de maison d'édition de littérature jeunesse et j'avoue que je suis un peu vexée. Enfin, un peu blessée par le mail que j'ai reçu, qui est beaucoup moins sympathique que ceux que j'ai déjà eus. Bon, c'est une réponse personnalisée, mais... Alors, bonjour Apolline, j'ai beaucoup aimé votre lettre, que j'ai trouvée drôle et rythmée, mais je regrette de ne pas avoir trouvé cette même dynamique dans votre manuscrit. Votre ton est soudain plus adulte, et le scénario me semble encore un peu confus. Bon, c'est qu'on s'est pas compris, parce que moi j'ai vraiment l'impression, dans ma lettre d'accompagnement... d'avoir saisi la voix de mon personnage.
Alors peut-être que c'est plus percutant dans la lettre que dans mon roman, mais je pense qu'on est dans le même ton. Et voilà, et puis elle conclut en disant « Je ne suis donc pas en mesure de vous proposer un accompagnement éditorial et vous souhaite bonne chance dans vos démarches. Merci pour votre envoi. » Donc voilà, encore un refus, mais en fait, vu le ton de ce mail, je pense qu'en effet, on n'est pas forcément fait pour travailler ensemble avec cet éditeur en particulier, donc bon. La réponse est un peu cash, comme si en fait j'avais pas travaillé mon manuscrit. C'est là où je suis un peu vexée parce que il y a eu beaucoup de travail. Alors peut-être que le résultat ne la satisfait pas, mais c'est comme si j'avais bâclé mon truc, quoi. C'est ça que je trouve un peu limite dans cette réponse. Bon, voilà, j'essaye d'être le plus transparente possible dans ce podcast, donc je partage mes victoires comme mes déceptions, et là, c'est plutôt une déception, une déconvenue. Mais c'est la dure loi des auteurs qui démarrent, et qui n'ont pas encore publié, surtout. Bon, quand même, ce qui reste positif, on va relativiser un peu, c'est que c'est encore une lettre personnalisée. Alors je sais pas si ce sont les pratiques des maisons d'édition jeunesse, ou si c'est parce que j'ai écrit de la part de la personne chargée du diagnostic éditorial de l'école Les Mots, ou si c'est parce que mon mail d'accompagnement était assez percutant, mais en tous les cas, ça reste quand même positif de ce point de vue-là. Faut pas que je l'oublie, quoi. Maintenant que j'ai des retours personnalisés, je suis déçue parce que on me fait des retours négatifs. Mais c'est déjà vachement bien d'avoir des retours personnalisés. J'en avais eu aucun lors de l'envoi de mon premier manuscrit. Donc c'est un grand progrès. Et puis voilà, c'est sûr qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. J'en ai quand même conscience. Et puis encore une fois, ça a été extrêmement rapide. Parce que j'ai envoyé mon mail le 4 octobre et je reçois une réponse une dizaine de jours plus tard. C'est fou. Et la question que je me pose, c'est est-ce que, même si c'est pas de la littérature jeunesse, est-ce que je ne devrais pas envoyer un mail un peu sur le même ton aux maisons d'édition adultes? Alors c'est sûr qu'on me disait qu'il fallait faire un peu plus classique pour la littérature adulte, mais comme ça je les mets tout de suite dans l'ambiance. S'ils n'ont pas envie de me lire, ils me lisent pas. Mais peut-être qu'aussi ça peut les interpeller, d'avoir une lettre sur ce ton-là en adulte. Dernièrement aussi, je me faisais la réflexion que si mon livre ne trouvait sa place nulle part, ni en maison d'édition jeunesse, ni en maison d'édition adulte, je continuerai à l'écrire parce que c'est vraiment un texte que j'ai envie d'écrire. J'ai envie de continuer sur tout ce cycle de l'enfance et l'adolescence autour de la découverte de l'amour, autour du parcours amoureux d'une femme. Et dans ce cas-là, je vais continuer quand même à l'envoyer en maison d'édition. Comme j'ai commencé à le faire pour le livre 1, peut-être je vais refaire une salle d'envoi en janvier. Et puis pour le livre 2, je referai des envois aussi en maison d'édition. Alors je verrai au moment où j'ai terminé de l'écrire si je l'envoie comme une duologie avec le livre 1 ou comme un unitaire, sans début. J'irai jusqu'au bout de ce cycle-là, au moins jusqu'au bout de ce que j'ai déjà commencé à écrire. Et si je n'ai toujours pas d'éditeur, eh bien dans ces cas-là, peut-être je reverrai mes options en auto-édition. Parce qu'à un moment, j'ai très envie que ce texte paraisse. Et puis, ça sera peut-être le moment de faire un vrai travail éditorial dessus, mais pour moi, peut-être avec un éditeur indépendant, je ne sais pas. Sans forcément viser à gagner de l'argent, mais en faisant un vrai travail professionnel autour de mon texte. Et puis en m'auto-éditant. Alors, je suis toujours pas douée pour la communication sur les réseaux sociaux, mais ma chaîne YouTube a de plus en plus d'abonnés, ce qui me surprend toujours plus. Voilà, j'ai des abonnés grâce à mon podcast essentiellement, ce qui est fou. Je fais plus de vidéos, j'ai plus le temps pour ça, et je continue à gagner des nouveaux abonnés tous les jours, tous les mois. Donc c'est ce qui m'encourage beaucoup en fait à poursuivre ce podcast, de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter. J'avoue que ça m'encourage tellement. Donc merci pour ceux qui me suivent depuis le départ, merci à ceux qui m'ont rejoint. Ça me fait toujours hyper plaisir d'avoir vos messages, vos commentaires, et puis de voir que voilà, il y a des auditeurs quand même, parce que même si ça fait partie maintenant de mon processus créatif, je m'en suis rendu compte dernièrement aussi, ce podcast.
Le but, c'est pas juste de parler toute seule dans le vide, c'est qu'il y a un écho de l'autre côté, un réceptacle, parce que sinon, ça sert pas à grand-chose. Et puis ce podcast, il a aussi une valeur de trace, dans le sens que ça me permet d'avoir du recul aussi sur mon avancement, sur ma progression, de me sentir aussi un petit peu moins seule, et ça c'est quand même très important. Bon, j'avoue quand même que là, le nouveau refus me met une petite claque, hein. Et puis c'est pas évident à gérer parce que on n'est pas toujours en super forme, et les mails, on n'anticipe pas quand ils nous tombent dessus. Donc il y a les jours où le moral est un peu plus bas et qu'en plus on se prend un refus, c'est pas évident à digérer de la même manière tous les jours. Enfin bon, j'ai été déjà très triste par le premier refus. Là, c'est le deuxième vraiment que je reçois. Et ce ne seront certainement pas les derniers. Le mercredi 16 octobre 2024. Ce deuxième refus, beaucoup plus rude que le premier, m'a beaucoup touchée. Plus que ce que je pouvais imaginer. Je sais bien qu'il faut s'attendre à des refus lorsqu'on envoie son texte comme ça. Mais là, ça remet carrément en cause l'intérêt de mon roman. En fait, c'est les deux refus combinés qui remettent en cause l'intérêt de mon roman. Qui sait que ça va intéresser, en fait? Même moi, je me demande, mais pourquoi j'ai écrit ce texte? Est-ce que je me suis pas perdue dans ce que je voulais dire? Parce que finalement, la base de ce projet, c'est quoi? C'est que j'ai envie de comprendre pourquoi il y a un tel décalage entre l'image de l'amour qu'on projette et celle qu'on vit, la plupart du temps, en tous les cas. Peut-être pas pour tout le monde non plus, mais moi, c'est comme ça que j'ai longtemps vécu les choses. Et j'avais envie de comprendre comment se forme notre première image de l'amour, notre première vision de l'amour, au démarrage de la vie, quand on n'a encore aucune expérience. Sur quoi il se base? J'ai l'impression aussi que cette toute première vision, c'est comme si elle était déterminante pour le reste de la vie. Qu'en fait, on ne faisait que tourner autour tout le reste de notre existence. Parce qu'évidemment, elle se modifie avec l'âge, avec les expériences, mais qu'il y a toujours un fond qui reste. Et plus elle est idéalisée, plus les expériences sont un peu des illusions par rapport à cette image-là. Peut-être aussi que je suis pas encore prête à écrire un tel texte, que c'est un petit peu trop ambitieux par rapport à là où j'en suis dans l'écriture. Peut-être qu'il faudrait que je me contente de faire de la fiction pure, que je mette beaucoup moins d'affect dans mes romans. Parce que pour moi, ces sujets-là, c'est des sujets quasi existentiels en fait, hein. Donc il y a beaucoup d'affect. Donc c'est plus compliqué de recevoir des refus dans le sens que je me sens attaquée personnellement. Je pense aussi que la déception est à la hauteur de l'investissement que je mets dans l'écriture. Et que tant qu'il n'y a pas une maison d'édition qui m'aura dit oui, la question continuera à se poser. Est-ce que je suis faite pour écrire? Est-ce que je serai un jour publiée? Est-ce que ça sert à quelque chose de s'accrocher comme ça à un rêve qui n'est peut-être justement qu'un rêve, donc qui n'a aucune incarnation dans la réalité? Je sais que le plus important dans l'écriture, c'est d'être persévérant. Il y en a qui ont de la chance, qui sont publiés dès un premier roman, mais c'est quand même extrêmement rare. Et il y en a beaucoup plus qui galèrent pendant des années avant de trouver une maison d'édition et d'être publié quelque part. Ce matin, j'ai continué à travailler sur mon chapitrage et j'ai commencé à reprendre certains fils narratifs, notamment celui autour d'une intrigue secondaire, avec un personnage que j'hésite à développer, à qui j'hésite de donner plus d'importance, mais comme il peut apporter au propos global qui est la découverte de l'amour, ça peut être intéressant quand même de développer ce personnage et cette intrigue secondaire. Donc j'ai un peu réfléchi autour de cette question-là. Donc bon, voilà, je suis un petit peu découragée aujourd'hui. C'est pas forcément un sentiment très agréable, mais c'est aussi des moments par lesquels on passe quand on écrit. Je pense que je suis pas toute seule dans ce cas-là. Je n'arrête pas de repenser au refus. Et je me demande si elle n'a pas un peu raison, dans le sens que peut-être, en tous les cas au démarrage de mon texte, j'avais pas encore la voix de mon personnage. Hier, je me refaisais mon incipit dans ma tête en me basant sur la voix de mon personnage telle que je l'ai déployée dans ma lettre d'accompagnement. Et clairement,
les choses ne m'apparaissent pas pareilles. J'ai pas envie d'écrire la même chose. Alors après, la question que je me pose, c'est que, étant donné qu'elle, c'est une éditrice pour la jeunesse, elle cherche des textes qui sont simples. Je m'excuse s'il y a du bruit, il y a toujours des travaux. On dirait que je déménage avec les travaux, ou que les travaux me suivent partout où j'habite, ou qu'il y a des travaux partout, je sais pas. Donc je disais que, étant donné que c'est une éditrice de littérature jeunesse, peut-être que on n'attend pas, enfin c'est même sûr, c'est pas peut-être, qu'on n'attend pas les mêmes choses d'un texte, et que elle attend quelque chose de beaucoup plus simple. Je sais pas, si je prends L'élégance du hérisson de Muriel Barbary, j'ai peur de vous écorcher son nom, mais si je reprends ce texte, le contrat de lecture, c'était que, ok, c'est une surdouée qui écrit, mais elle écrit quand même vachement bien pour son âge. On se doute bien qu'une petite fille, aussi surdouée soit-elle, n'écrirait jamais comme ça. Donc c'est un contrat de lecture qu'on passe avec l'auteur dès le démarrage du texte. Mais peut-être que c'est moins le cas en littérature jeunesse, qu'on attend vraiment que ce soit une enfant qui s'exprime, quoi. Je sais pas. Mais oui, ça me remet quand même beaucoup en question. Bon, après, j'ai quand même l'impression... Elle me dit que mon scénario est un peu confus. Bon, bah c'est sûr que si on jette un rapide coup d'œil, on comprend pas trop comment ça marche, quoi. Donc si, en littérature jeunesse, on a besoin de comprendre comment fonctionne un texte juste avec un coup d'œil, ou en examinant rapidement un texte, c'est sûr que mon manuscrit ne correspond pas à la littérature jeunesse. Et puis quand même, il y a un élément sur lequel j'ai pas tellement insisté, même en littérature adulte, et encore moins en jeunesse, c'est que moi j'ai écrit ce texte aussi dans la lignée du mouvement MeToo. Alors peut-être que c'est vraiment très ténu comme lien, mais comme me disait une de mes relectrices, mon texte, il a aussi pour but de dénoncer, dans le sens que ce que j'ai envie de dire, c'est que la manière dont on éduquait les filles, en tous les cas à mon époque, tout était fait pour qu'elles se fassent abuser par les garçons, quoi. Et par les hommes plus tard. On leur apprenait pas vraiment à se positionner, on leur apprenait pas à s'affirmer, à dire non, à exprimer leurs besoins, à dire ce qu'elles voulaient. Et on les incitait plutôt à faire attention aux uns et aux autres, à ne pas prendre trop de place. Tout ça, c'est dans mon sous-texte. On leur apprenait aussi à être jolies, à pas trop ouvrir leur gueule. Enfin, il y a quand même des injonctions faites aux filles et aux femmes de mon époque qui étaient quand même un terrain très propice pour des abus plus tard, quoi. Et puis même dans l'enfance. Enfin, c'est pas étonnant que ça ait débouché sur un mouvement comme MeToo. Mais peut-être que tout ce côté-là est très peu développé, pas assez mis en avant dans mon texte pour que ça puisse se ressentir à une première lecture. Je me suis laissée trop emporter par l'intrigue et j'ai un peu oublié ce que je voulais dire à travers cette intrigue. J'aimerais tellement en fait qu'un éditeur lise mon texte et comprenne ce que j'ai envie de dire et m'aide à le mettre en lumière. Toute seule, je me perds un peu, j'ai l'impression que j'ai du mal à m'en sortir. Mais sauf que tant qu'il n'y aura pas de maison intéressée par mon travail, je serai toute seule pour travailler mon texte, même si évidemment ça m'empêche pas d'avoir des relecteurs à droite à gauche et de pouvoir en discuter avec les uns et les autres, plutôt les unes et les autres, parce que c'est surtout des femmes qui ont pu lire ce texte. Voilà, j'ai tellement peu confiance en moi que ce genre de mail comme j'ai reçu hier m'atteint profondément. J'ai beau savoir que je vais avoir des refus, mais il y a refus et refus. Le premier refus, il était beaucoup plus positif, il remettait pas du tout en question mon texte, quoi. Alors que le deuxième, elle a pas mis les gants pour me répondre. J'ai vraiment eu le sentiment qu'elle considérait que j'avais pas assez travaillé sur mon texte, quoi. Et que mon travail soit remis en question. Ça me touche beaucoup. Je vous disais la semaine dernière que mon histoire était déjà écrite. Seulement ce matin, j'ai replongé un nez dans mon manuscrit pour voir ce que j'avais déjà écrit. Et en fait, j'ai 48 pages de texte, c'est-à-dire rien. Et puis j'ai un peu parcouru vite fait ce que j'avais et clairement tout est à revoir, tout est à reprendre. C'est une très très vieille version avec des éléments que j'ai écrits plus récemment quand je pensais encore intégrer ce livre 2 au livre 1. Et j'ai peu de matière et je pense qu'il va falloir que je reprenne tout à la base. Donc finalement, c'est comme si rien n'était écrit.
je vais pouvoir tester cette méthode de travail dont je vous parlais récemment, qui est de laisser infuser, de réfléchir autour de son texte, de tout préparer avant de se lancer dans l'écriture, une fois qu'on sent que la marmite est pleine et qu'elle est prête à exploser, pour après lâcher la bride à son écriture. Je pense que je vais essayer de fonctionner comme ça pour ce texte. J'ai pas mal avancé là ces derniers jours, dans le sens que j'ai fait de l'ordre dans mes documents, j'ai trié, j'ai jeté, j'ai rassemblé, j'ai classé. Et là, je suis en train de travailler sur mon chapitrage pour mettre en place mon récit. Je suis en train de voir les différents films narratifs que je pourrais entremêler en me basant sur les différents personnages du texte. Et puis en réfléchissant aussi aux idées que j'ai envie de développer et que j'ai envie d'instiller dans mon texte. Et une fois que j'aurai mes différents films narratifs, que je les aurai intégrés à mon chapitrage, entremêlés dans mon chapitrage, je vais également faire des recherches autour de l'actualité de l'époque, les faits de société, tout ce qui était émissions de télé, radio, contexte historique, tout ça, pour aussi avoir des petites touches à mettre dans mon roman à droite à gauche par rapport à ça, pour recontextualiser à fond les choses dans une certaine époque. J'ai vraiment envie qu'on sente qu'on est en 1997-1998 cette fois, que les gens de ma génération puissent trouver leur compte en lisant ce texte. Parce que le but aussi, c'est de toucher un peu la nostalgie du lecteur avec ce roman. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram @AureliaHorner. Et si vous souhaitez plus d'informations sur la biographie, rendez-vous sur mon site internet racontez-vous.com avec un tiret entre le raconter et le vous. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Dans tous les cas, j'espère vous retrouver dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme préférée pour la suite de mes aventures. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à bientôt.